m'occuper de la marque Thermor, qui est 100% dédiée au chauffage, au chauffe-eau électrique. Voilà, donc je suis passé de l'électricité au gaz. Je vais retourner dans les ENR, puisqu'il y a un gros sujet de décarbonation pour l'entreprise et pour notre collectivité, pour la planète, effectivement en ce moment. Je vais vous présenter le groupe en quelques mots parce que tout à l'heure, quand je suis arrivé ce matin au café, quelqu'un m'a dit Atlantique, mais c'est les radiateurs. Donc chacun voit le groupe à travers les produits qu'il a éventuellement chez soi, qu'il ou elle a chez soi. Je pensais que c'était important aussi de faire connaître cette entreprise que tout le monde ne connaît pas, et ça peut se comprendre. Tout le monde connaît la Banque Postale, tout le monde connaît Bouygues, Atlantique, beaucoup de gens connaissent, mais pas forcément tout le monde. C'est un groupe qui a été fondé en 1968 et qui est aujourd'hui un des leaders européens du génie climatique. Donc génie climatique, c'est chauffage, climatisation, ventilation des bâtiments. C'est un groupe qui a une croissance assez forte ces 30 dernières années, vous voyez, voilà, et qui finalement était au départ une grosse PME ou une entreprise de taille intermédiaire et qui est aujourd'hui un groupe d'une certaine taille. Le chiffre d'affaires de 2021 était de 2,7 milliards avec 11 600 collaborateurs. C'était un groupe, une entreprise à l'origine vraiment franco-française et aujourd'hui 40% du chiffre fait à l'international et plus de la moitié des effectifs sont hors de France. Donc c'est un groupe qui a subi, qui a vécu, conduit une transformation très importante ces 30 dernières années. Il a été fondé en 1968 par 2 ingénieurs et aujourd'hui il est toujours la propriété des descendants des 2 fondateurs de ce groupe. Et donc en 1968 c'était à l'origine une usine de radiateurs à bain d'huile, de radiateurs électriques. Et aujourd'hui, il est présent dans l'ensemble des énergies. Justement, la répartition du chiffre d'affaires, un gros quart du chiffre d'affaires, 27%, c'est les chaudières. Chaudières grosse et moyenne puissance, c'est chaudières individuelles. Un bon quart, c'est les chauffe-eau, la fabrication et la vente de chauffe-eau. Un autre quart plus petit, c'est toute la partie, je dirais, thermodynamique, à la fois les pompes à chaleur et les climatiseurs. Et puis le dernier quart, c'est à la fois, c'est ce qui était à l'origine de la fondation du groupe et qui est aujourd'hui le plus petit, c'est-à-dire les radiateurs électriques, les radiateurs sèche-serviettes, et puis quelques pièces détachées et des centrales de traitement de l'air. Donc c'est là qu'on voit que le métier d'origine du groupe a finalement évolué, et il a évolué parce que les réglementations successives depuis 30 ans ont évolué. Donc aujourd'hui, c'est un groupe multi-énergie. Pour vous donner un panel des produits qui sont fabriqués et commercialisés, donc à la fois des planchers chauffants rayonnants, des climatiseurs, des chauffe-eau, des sèche-serviettes électriques, des gaines de ventilation, des centrales de traitement de l'air, des chaudières collectives, les grosses chaudières qui sont là, des chaudières industrielles aussi, c'est-à-dire qu'ils produisent de la vapeur ou de l'eau surchauffée pour des processus industriels, notamment dans l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire. Bref, tout un panel de produits qui permettent en général justement de chauffer, rafraîchir les bâtiments et de traiter l'air et de faire circuler. 28% aujourd'hui des produits utilisent les énergies renouvelables, un petit peu solaire, mais surtout la pompe à chaleur, puisque c'est la pompe à chaleur individuelle, puisque le groupe s'est lancé dans cette activité dès les années 2000, à partir de 2010, notamment quand s'est mis en place la réglementation thermique de 2012. Et le groupe a accéléré sur ses offres de produits. Et nous allons voir que c'est pas terminé, l'histoire ne fait que commencer. La RSE, alors ça c'est un point par lequel je voulais commencer. C'est une entreprise qui, d'une PME, est devenue ce groupe et qui a toujours eu un peu cette culture vivons heureux, vivons cachés. Comme beaucoup d'ailleurs de PME en France, on parle souvent des grands groupes qui effectivement s'affichent en pignon sur rue, communiquent, surcommuniquent, sont très présents. C'est absolument pas le cas de cette entreprise qui a plutôt choisi de mettre en avant ses produits et ses marques, mais pas de se présenter en tant que telle. Néanmoins, elle atteint aujourd'hui une telle taille qu'elle ne peut plus vivre cachée. Et elle a fait le choix de mettre, les 2 pieds dans la citoyenneté et dans le monde sociétal, dans la société, et la société française, mais la société de tous les pays où le groupe est présent aujourd'hui. Donc il y a le choix qui a été fait de créer une direction de la RSE en fin d'année dernière, donc c'est tout récent, fin 2021, et c'est une directrice qui a été nommée, Isabelle Salidan, qui est présente aujourd'hui au 2e rang et qui m'a accompagné dans la préparation de cette présentation.
Donc, les engagements RSE du groupe Atlantique correspondent vraiment à l'image, à l'ADN de l'entreprise. D'abord, notre mission, c'est de transformer les énergies disponibles en bien-être durable. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Nous, on est au bout de la chaîne. On ne choisit pas les énergies disponibles. Ça, c'est le choix de la politique des gouvernements dans les différents pays où nous opérons. Et nous prenons ce qui est disponible et nous le transformons à travers nos produits en chaleur, en rafraîchissement, ou en traitement de l'air. Donc ça c'est important, on intervient vraiment en aval de la chaîne énergétique, on n'est pas du tout en amont, on ne produit pas l'énergie, on la consomme pour la transformer en chaud ou en froid, pour faire simple, ou en air retraité. Néanmoins, nous avons des solutions de plus en plus décarbonées, et nous allons en parler, et nous nous engageons dans la réduction de l'impact carbone de nos opérations. Donc nos opérations, c'est d'abord nos opérations industrielles, bien sûr, puisque nous sommes un industriel en France, fabricant pour beaucoup en France. Nous avons 15 usines en France sur les 31 sites industriels, donc une base industrielle en France extrêmement forte. Et donc nous nous engageons effectivement à réduire l'impact carbone de nos opérations, mais aussi notre logistique, nos bâtiments, tout ce qui nous permet d'exercer notre activité. Nous encourageons l'ensemble des collaborateurs à partager les valeurs familiales du groupe. Alors là, il y a 3 mots-clés qui sont confiance, et là je suis content parce qu'il a été utilisé tout à l'heure, il y a eu un échange avec la salle au sujet de ce mot-là, autonomie et engagement à long terme. Alors évidemment, la confiance, elle est beaucoup liée au mode d'organisation du groupe aussi, c'est-à-dire un groupe qui est très participatif dans son mode de management. Il n'y a pas d'organigramme, par exemple, 50 ans après la création du groupe, parce que voilà, on considère que les gens ont un titre, ont des responsabilités, mais n'importe qui doit pouvoir parler à tout le monde, et réciproquement, que les décisions se prennent beaucoup avec de la collégialité, et que pour ça, il faut qu'il y ait un climat de confiance qui puisse exister entre les dirigeants, les salariés, réciproquement entre les salariés et les dirigeants, horizontalement les salariés entre eux, horizontalement les dirigeants entre eux. Bref, voilà, c'est le mode et c'est la culture du groupe, et c'est la façon dont la confiance est exercée dans le groupe. L'autonomie, c'est laisser les décisions se prendre à l'échelon le plus pertinent où elles doivent se prendre, et notamment les gens qui auront à les appliquer. Si leur échelon est pertinent pour décider, qu'ils le fassent eux-mêmes, et c'est encouragé. Donc voilà, c'est pas une entreprise qui est organisée purement top-down. Bien sûr qu'il y a une direction, bien sûr qu'il y a une gouvernance, mais il y a aussi énormément d'initiatives qui remontent du terrain, voire des initiatives prises sur le terrain qui ne remontent pas parce que les décisions sont prises localement et exercées localement. Et enfin, engagement à long terme, l'engagement c'est le respect des engagements, mais c'est aussi l'engagement des actionnaires. Là pour le coup je relie à valeur familiale. Je vais prendre un exemple concret. On a évoqué tout à l'heure la situation en Ukraine. Le groupe a 2 usines en Ukraine, a pris la décision de les fermer au moment où la guerre a été déclarée. Les salaires sont payés, et donc ça c'est important de le dire, et nous prenons des nouvelles des collaborateurs. Alors nous avons une usine à Odessa, les collaborateurs ont souhaité reprendre le travail parce que ils étaient payés, le groupe a dit non. Voilà, ça c'est l'engagement à long terme. On ne sait pas dans quel état on va retrouver ces bâtiments. Néanmoins, les salariés font partie du groupe. Bon, ensuite, respect pour nos partenaires, éthique des affaires, charte anticorruption, protection des données, notre engagement citoyen, un fonds de dotation. C'est lié à la précarité énergétique, c'est-à-dire on donne des produits en fait, en s'associant à des associations comme Emmaüs, mais aussi aux bailleurs sociaux pour des foyers qui n'ont pas les moyens d'avoir des produits performants chez eux, qui ont des équipements qui sont obsolètes et qui ne fonctionnent pas normalement. Je vais aller vite sur les 2 points suivants parce que là c'est vraiment des sujets RSE purs et mon sujet d'aujourd'hui c'est plutôt la décarbonation. Donc là évidemment l'impact de nos produits, de nos processus et l'impact environnemental de nos sites, notamment de production. On lance une campagne sur le bilan carbone de 18 sites de production. On a fait des analyses régulières sur les rejets dans l'air, dans l'eau, la pollution, les déchets, le bruit aussi d'ailleurs, parce que le bruit est une nuisance aussi. Voilà, bref, il y a toute une série d'actions, et ça c'est la prise de poste d'Isabelle Saliban qui fait que tout ça s'est lancé. C'est un travail qu'elle a initié dès le début.
de cette année. Ensuite, c'est la partie économie circulaire, et là on parle du recyclage des produits et du recyclage des emballages. C'est deux sujets vraiment distincts. À travers l'association Écosystème, dont on est un membre fondateur et nous sommes présents au conseil d'administration, voilà où là nous gérons la fin de vie des produits et puis également la fin de vie des emballages, puisque nos produits sont livrés dans un emballage pour les protéger des chocs de transport notamment, et puis les protéger lors de la période de stockage, et que ces emballages aussi doivent être recyclés le plus possible et non pas jetés dans la nature ou dans une décharge. Donc ça fait partie des actions sur lesquelles nous sommes engagés. Je passe vite parce que c'est pas le thème principal de mon intervention, et en plus je suis pas le plus compétent pour en parler. Je suis vraiment pas le spécialiste de ce sujet. Et puis là j'arrive aux solutions décarbonées. Ça voilà, c'est là qu'on rentre vraiment de plein pied dans l'actualité. Je vous disais tout à l'heure, 28% de nos offres, de nos produits aujourd'hui font appel aux énergies renouvelables. L'objectif c'est de passer à 50% en 2030. On va voir tout à l'heure comment on va y arriver et puis surtout pourquoi. C'est un objectif qui de toute façon nous est quasiment imposé, donc nous allons le réaliser, nous n'avons pas d'autre choix. Ça ne se fait pas, je dirais, facilement. Néanmoins, nous avons déjà initié un certain nombre d'actions et nous aurons concrètement dès cette année des petits pas ou des premiers pas qui vont nous amener vers ça. Ça veut dire clairement qu'on va favoriser les produits issus de la thermodynamique, et les produits issus de la thermodynamique, c'est la pompe à chaleur. La pompe à chaleur qui utilise les calories de l'air ambiant pour les extraire de l'air ambiant, les amener à l'intérieur du bâtiment, maison, enfin de l'habitation, maison ou bâtiment à usage de bureau, d'enseignement, de santé, etc. Donc que nous allons développer, mais aussi d'autres solutions telles que le plafond chauffant, rafraîchissant, et puis les réseaux de chaleur urbains. On n'en parle pas beaucoup. La France est sous-équipée par rapport à d'autres pays d'Europe en réseau de chaleur urbain. Un réseau de chaleur urbain, c'est une chaufferie municipale ou en général métropolitaine ou d'agglomération quand les communes se regroupent pour financer cet équipement. Ce qui veut dire que c'est une chaufferie qui émet du gaz carbonique et non pas 10 000 habitations. Et autant dire qu'on réduit drastiquement les émissions de CO2 à travers ces réseaux de chaleur urbains. C'est un marché qui est en croissance en France. D'abord parce qu'il y a des réseaux existants qui n'arrêtent pas, ne cessent de se prolonger, de se développer. Il y a des réseaux qui se créent, parfois dans des quartiers. Et puis, il ne vous a pas échappé qu'un certain nombre de municipalités ont désormais un maire Europe Écologie Les Verts, et que, en général, ces municipalités favorisent ces systèmes, je dirais, mutualisés, collectifs, par rapport à des systèmes plus individuels. Donc ça fait des investissements assez lourds pour un groupe comme le nôtre, 60 millions d'euros investis dans la R&D avec des nouveaux centres R&D en France et en Grande-Bretagne, 50 millions investis dans les capacités de production. Nous avons inauguré le 12 avril une nouvelle usine à Beauce dans l'Ain, justement pour fabriquer ces futures pompes à chaleur collectives, avec déjà trois tranches suivantes qui sont prévues, de façon à pouvoir augmenter la production de ces pompes à chaleur qui seront fabriquées en France. Et puis un accompagnement ensuite de notre filière à travers une formation, puisqu'il faut former aussi les professionnels de la filière à ces nouvelles technologies, à ces nouveaux produits. Je mentionne, ça ne concerne pas vraiment la France, mais ça concerne des pays comme l'Angleterre notamment sur l'hydrogène, parce que ça c'est des questions qu'on a. Le Royaume-Uni est vraiment le seul pays, je dirais en Europe, pas plus de l'Union européenne puisqu'ils y sont plus, mais en Europe, à avoir fait le choix, j'allais dire, réfléchir sérieusement à l'option de l'hydrogène. Et ils se sont donné un calendrier sur toute cette décennie 2020-2030 pour avancer là-dessus et voir dans quelle mesure on peut, à travers notamment un mélange hydrogène-gaz de 20% d'hydrogène, comment on peut avoir un système à la fois de distribution de cette énergie et du coup les industriels des systèmes de façon à utiliser cette énergie, et notamment des gens comme le groupe, des industriels comme le groupe Atlantique, l'utiliser pour les chaudières, pour les systèmes de chauffage. C'est pas vraiment l'option prise en France, ni en Europe continentale d'ailleurs. C'est pour ça que je passe rapidement là-dessus, mais je voulais le mentionner parce que j'ai souvent des questions là-dessus. Ça pourrait être quelque chose sur lequel vous interrogez. Bon, et enfin, les déclarations environnementales produits. Alors là, c'est plus, je vais passer rapidement, mais néanmoins, on est membre fondateur de l'association Profil environnemental produit, et l'objectif c'est notamment d'établir une espèce de passeport, de fiche d'identité de chaque produit, de façon que nos clients sachent ce qu'ils achètent,
et puissent faire leur choix de fournisseurs en connaissance de cause par rapport au profil environnemental des produits et donc des fournisseurs. C'est important, Bouygues est un de nos clients. Tout à l'heure a été mentionné le fait que les fournisseurs sont des forts contributeurs à l'empreinte carbone du groupe Bouygues et que les choix seraient faits. Typiquement, ces passeports sont faits de manière à ce que la chaîne puisse connaître l'origine des produits qu'ils vont utiliser et éventuellement installer ou revendre s'ils sont intermédiaires ou posés s'ils sont metteurs en œuvre, maîtres d'ouvrage. Alors, là, je ne vais pas vous parler de 2030, je vous parle de 2022 à 2027, c'est-à-dire de tout de suite, de maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On a un nouveau contexte réglementaire pour la construction neuve, qui s'appelle la réglementation environnementale 2020, qui remplace la réglementation thermique 2012, la RT 2012, la RT 2012 qui promouvait le gaz, en disant on va favoriser, tous les logements neufs seront équipés d'une chaudière au gaz. Et massivement, tous les programmes immobiliers, depuis les 12 dernières années, se sont développés avec des chaudières au gaz. Quand je dis massivement, globalement, on construit 200 000 logements par an en France, suivant les années, c'est 190 000, 210 000, 220 000, et globalement, c'est 200 000 logements par an. Donc voilà, quand multiplié par 12, ça fait 2,5 millions de logements à peu près qui ont été construits, en grande majorité avec des chaudières au gaz individuelles dans les appartements et parfois avec des chaufferies collectives en sous-sol. Donc cette réglementation s'applique pour tous les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2022. Ça s'appelle RE 2020, mais en fait elle s'applique que maintenant, puisque les décrets sont parus à l'été 2021, donc on ne savait pas jusqu'à l'été 2021 ce qu'il y aurait dans cette réglementation. Et cette réglementation, qu'est-ce qu'elle dit? On ne peut plus installer de chaudière au gaz, encore moins au fioul, dans un logement neuf pour tout permis déposé à partir du 1er janvier 2022. Alors il y a eu beaucoup de permis déposés en décembre du coup, parce que mais néanmoins, maintenant, c'est cette réglementation qui s'applique. Il y a environ 18 mois entre le moment où le permis est déposé et où le système de chauffage est installé, donc ça veut dire que toutes les installations qui seront faites à partir de juillet 2023 ne pourront plus comporter de chaudière gaz. Donc ça, c'est important de le signaler. Pour les industriels, évidemment, c'est une révolution. Pour toute la filière, les promoteurs immobiliers, c'est une révolution. Pour les installateurs, c'est une révolution. Et les textes sont sortis, je vous le dis, à l'été, en juillet dernier. Donc imaginez l'agilité dont les entreprises doivent faire preuve pour mettre en œuvre en aussi peu de temps des mutations aussi importantes que celle-là. Et c'est ça que je voulais aussi dire aujourd'hui, puisque c'est pas du tout... on parle de la RSE, on voit ça plutôt comme des sujets à la fois comportementaux, beaucoup administratifs, beaucoup liés à de la gouvernance, à de l'organisation. Là, on est vraiment sur des sujets liés à de la recherche et développement, des brevets, des produits qu'il faut concevoir, qu'il faut fabriquer, qu'il faut vendre, et sur lesquels il faut former des matériels, sur lesquels il faut former toute une filière professionnelle. Donc, voilà la réglementation. Et au 1er juillet 2022, ça va s'appliquer en tertiaire sur une première tranche de bâtiments qui sont les immeubles de bureaux et les bâtiments d'enseignement. Donc immeubles de bureaux qui sont majoritairement privés, bâtiments d'enseignement majoritairement publics. Et aujourd'hui, on sait que le parc des collèges, lycées, bâtiments d'enseignement universitaires sont plutôt chauffés au gaz. Donc c'est une révolution. Donc voilà pour les changements à la réglementation. Bon, il y a une petite mention là, des RCU, c'est les réseaux de chaleur urbains, où effectivement un certain nombre de ces logements seront raccordés à des réseaux de chaleur existants, puisque dans les villes où il y a un réseau de chaleur, on peut raccorder les bâtiments. Donc il va y avoir un changement qui est la réduction progressive de l'avantage fiscal de la loi Pinel, qui a été validé, c'est-à-dire que cet avantage fiscal va se réduire jusqu'à la fin 2024 où il va disparaître. Bon, il sera probablement remplacé par autre chose. Il faut savoir, en France, la construction neuve est financée à 60% par les économies d'impôt, entre guillemets, c'est-à-dire par des particuliers qu'on incite fiscalement à investir pour qu'on construise des bâtiments à usage d'habitation. Donc 60% sur 200 000 logements. Ça fait 120 000 logements à peu près qui sont financés par ce biais-là. Donc l'avantage fiscal va disparaître et va se réduire. Les gens qui avaient 12% d'abattement n'auront plus que 10, ceux qui avaient 10 n'auront plus que 8 dès cette année, et d'année en année ça va réduire.
Donc le législateur a imaginé un dispositif Pinel Plus pour que les investisseurs puissent conserver leur avantage. Et du coup, qu'est-ce que c'est que Pinel Plus? C'est une surenchère par rapport à la réglementation environnementale 2020 qui s'étale de 2022, vous l'avez vu, pour des permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2022 jusqu'en 2027, avec des jalons. Et finalement, l'idée c'est de dire, les particuliers qui achèteront un logement en 2023, mais qui sera compatible avec le jalon 2025 de la réglementation, pourront conserver l'avantage Pinel sans perdre l'avantage initial et sans avoir la dégression, le caractère dégressif de l'abattement. Les particuliers qui achètent un logement en 2024 qui sera compatible avec le jalon 2025, plus le logement sera en classe A dans le diagnostic de performance énergétique, eux conserveront l'avantage fiscal tel qu'il était à l'origine. Et puis ceux qui ont un permis de construire déposé avant 2022 mais qui sont compatibles avec le label d'État énergie positive et bas carbone plus la classe A du diagnostic de performance énergétique pourront conserver l'avantage, sinon ils rentrent dans le cas du haut, ils le perdront. Mais en plus, le législateur a rajouté des critères sur la qualité d'usage avec des surfaces minimum qui est de chaque T1 doit avoir minimum 28 mètres carrés, un T2 doit avoir minimum 45 mètres carrés, un T3 62 mètres carrés et il faut un espace extérieur systématique. Alors c'est 3 mètres carrés pour un T1, 5 mètres carrés pour un T2, qui est pour les promoteurs immobiliers quand même une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire que soit ils doivent donner des mètres carrés gratuitement en plus aux acheteurs, soit ils doivent monter les prix, ce qu'ils vont faire, et au risque que les logements ne se vendent pas ou se vendent extrêmement lentement. Donc certains, on le pense, n'adhéreront pas au dispositif Pinel Plus et préféreront rester dans le cadre du Pinel avec une perte de l'avantage fiscal. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a tout un étau réglementaire qui se met en place pour forcer toute une filière à s'adapter et à aller vers la décarbonation des logements. Sur la rénovation, parce que là je parlais de construction neuve, il y a un décret tertiaire qui se met en place qui vise à la réduction, il se met en place cette année, et vise à la réduction en 2050 de 60% des consommations. Donc c'est un peu complexe, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ça veut dire qu'il faut définir 60% par rapport à quoi? Par rapport à une année de référence qui doit être à partir de 2010 et pas avant. Donc, en début d'année 2022, les bailleurs doivent déclarer quelle est leur année de référence. Ensuite, ils ont toute une période, je dirais, d'adaptation. Et à partir de fin 2022, ils doivent télécharger sur une plateforme de données du gouvernement les consommations réelles. Et ils sont suivis tous les ans par les agents de l'État sur les consommations. Les bailleurs et les locataires sont co-responsables d'un non-respect éventuel de ces mesures. Le diagnostic de performance énergétique, j'en parlais, s'applique aux logements existants. Les logements en classe F et G ne pourront plus augmenter, les loyers ne pourront plus être augmentés à partir de 2022. Ça, c'est vraiment les passoires énergétiques, ce qu'on appelle les passoires énergétiques, c'est-à-dire vitrage très ancien, pas d'isolation, système de production de chaud, de chaleur extrêmement énergivore. Voilà, donc les propriétaires ne pourront plus augmenter les loyers de leurs locataires à partir de cette année pour ces logements-là. Et puis vous voyez, les logements classés G ne pourront plus être loués à partir de 2025. Les classés F ne pourront plus être loués à partir de 2028 et les classés E ne pourront plus être loués à partir de 2034. Donc si vous avez investi dans l'immobilier, je vous invite à commencer à regarder où se situe votre logement. Après, il y a d'autres solutions que changer sa chaudière. On peut parfois changer les fenêtres, on peut gagner 2 classes énergétiques, parfois rien qu'en changeant ses fenêtres en mettant du double vitrage. Mais en tous les cas, il y a des choses à faire et un investissement à mettre en place, ça c'est sûr. Donc on n'est plus dans la science-fiction, mais vraiment dans du concret, dès maintenant, qui fait que tout un chacun peut se projeter. Et j'avais oublié le décret Fuel, qui interdira à partir du 1er juillet 2022, donc là je vous parle dans 2 mois et demi, on ne pourra plus installer de chaudière au fioul, avec des exceptions pour les zones de montagne et non desservies par un réseau gaz, mais ça sera vraiment extrêmement rare. Les chaudières existantes qui tombent en panne devront soit être réparées, soit être remplacées par autre chose qu'une chaudière au fioul. Donc ça c'est important, vous voyez, c'est des réalités. Là on est vraiment dans du concret, ça se met en place. Et pour des groupes comme le nôtre, qui sont producteurs de ces matériels, c'est une vraie révolution qui se met en place. Et donc du coup, on anticipe qu'il y a un marché de la thermodynamique qui, lui, va littéralement exploser, puisqu'il va multiplier par 7
Je parle de la thermodynamique collective, des gros systèmes pour les immeubles d'habitation collective ou les immeubles de bureaux ou les immeubles tertiaires, les bâtiments tertiaires. De 2500 générateurs produits, vendus sur le marché en 2021, on estime qu'en 2027, on aura au moins 17 000, si ce n'est 18 000 ou 19 000. Donc le marché va littéralement exploser et ça veut dire qu'il faut s'y préparer. Donc, s'y préparer, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Dans les interventions, on a entendu, souvent on parle de notre entreprise, et c'est bien normal. Les Atlantiques, nous ne commercialisons pas nos produits directement auprès des clients finaux. Nous passons par toute une filière d'intermédiaires, qui sont des installateurs, qui sont des exploitants, qui sont des promoteurs immobiliers, qui sont des bureaux d'études, qui font toutes les études thermiques pour recommander à leurs clients les solutions, soit sur le bâti, en termes d'isolation, en termes de courant, soit sur le générateur de chaleur ou de froid. Donc il y a toute une série d'intermédiaires qui doivent être associés. Et là j'ai rajouté des bureaux d'études acoustiques parce que la pompe à chaleur, elle a un problème, c'est qu'elle est installée en extérieur et elle fait du bruit. Personne n'a envie d'avoir sa chambre près d'un appareil qui fait du bruit. Une chaudière, c'est dans une chaufferie, dans un sous-sol, personne ne l'entend dans l'immeuble, elle dérange personne. La pompe à chaleur, elle ne peut pas être dans une chaufferie parce que son propre, c'est d'être à l'extérieur pour capter les calories de l'air extérieur et de les amener à l'intérieur. Donc c'est des nouveaux métiers, enfin des métiers qui existent d'abord, mais qui vont être de plus en plus présents dans nos filières. C'est des gens avec lesquels nous n'avions pas l'habitude de travailler, avec lesquels les promoteurs n'avaient pas l'habitude de travailler, avec lesquels... Voilà, et il va falloir pourtant travailler avec les bureaux d'études acoustiques, puisque ils vont apporter leurs recommandations et leurs mesures et leurs calculs, je dirais, au cahier des charges. Donc, aussi bien en neuf qu'en rénovation, on voit bien, ça, à chaque fois, je cite, les bureaux d'études, c'est des milliers en France, les entreprises générales, c'est plusieurs milliers, les installateurs, c'est même une dizaine de milliers, les maîtres d'ouvrage, les promoteurs immobiliers, il y en a quelques centaines. Donc, tout ça, ce sont des entreprises qui aujourd'hui ne connaissent pas ce produit, connaissent la pompe à chaleur individuelle, ne connaissent pas la pompe à chaleur collective. Donc ils se retournent vers un groupe comme le nôtre, qui est leader sur son marché. On peut dire, mais qu'est-ce que vous faites, comment on fait, comment on est formé. Et là, tout le monde, en 2022, nous questionne, puisqu'on est, j'allais dire, au centre du jeu, étant le leader du marché, ils interrogent celui qui produit, fabrique, installe, vend les équipements qui vont être installés. Voilà, donc pour dire que ce n'est pas de la science-fiction, je la montre, je ne fais pas l'article sur cette pompe à chaleur qui va sortir au mois de juin. Donc tout ça pour dire que c'est pas je présente évidemment des slides, mais qu'elle existe, elle va exister vraiment dans 6 semaines. Voilà, sur un certain nombre de puissances, sur 6 puissances pour commencer, c'est le premier, je dirais, produit qu'on va lancer en la matière. Tout ça pour dire que voilà, ces solutions thermodynamiques, ces solutions à énergie renouvelable, elles existent, elles vont exister dès maintenant. Voilà, on ne parle pas de 2025 ou de 2030, on est en 2022. Et bien sûr, dans la majorité des cas, on aura des applications hybrides, c'est-à-dire qu'on pourra avoir une pompe à chaleur avec un appoint électrique, une pompe à chaleur avec un appoint gaz, et une pompe à chaleur en chauffage avec un appoint gaz pour faire l'eau chaude, une pompe à chaleur pour faire l'eau chaude sanitaire avec un appoint gaz pour chauffer. Bref, on aura tout un système d'hybridation qui fait que, le gaz ne disparaîtra pas en France, ça c'est sûr, même si son usage va se réduire. Et puis 2, évidemment, la pompe à chaleur, c'est un produit extrêmement fragile, très sensible à certains climats, notamment les zones continentales comme l'Est de la France, quand il fait moins 7 degrés en hiver, et Dieu sait que ça arrive dans ces régions, surtout la nuit, les pompes à chaleur ne fonctionnent plus. Donc il faut un appoint électrique, une résistance électrique qui se met en route, et du coup une résistance électrique c'est extrêmement consommateur, si ça tourne, ça peut fonctionner 2 jours par an, si ça doit tourner 60 jours par an, c'est absolument plus économique, et on perd tout le bénéfice. Donc l'appoint gaz, là, est justifié pour ces régions-là, en plus aussi d'offrir une sécurité en cas de panne d'un des 2 matériels. Puisqu'aujourd'hui dans une chaufferie collective, quand il faut 70 kW de puissance, en général, on met 2 chaudières de 35 pour que si une tombe en panne, l'autre chaudière puisse prendre le relais. Donc là, on aura des systèmes de ce type, soit plusieurs pompes à chaleur, mais souvent des pompes à chaleur hybridées avec des chaudières. Donc ça, c'est complexe. Ça veut dire qu'on ne parle pas que du produit,
On parle bien de toute la boucle à eau chaude qui circule dans le bâtiment et pour lequel le produit est, je dirais, enfin, le générateur de chaleur ou de froid n'est qu'un des composants. Et c'est le bureau d'études qui doit faire toute cette étude thermique de façon à sélectionner le bon matériel. Donc voilà, c'est une transformation qui est absolument gigantesque pour un industriel, pour toute une filière, et puis pour tous les utilisateurs de la chaîne. Donc aujourd'hui, nous sommes un groupe multi-énergie. Ça, je n'ai pas assez insisté, mais dans ce groupe qui s'est fondé en 1968 à partir de l'électricité, finalement, d'une entreprise de radiateurs électriques, les fondateurs ont très vite compris que les pouvoirs publics allaient jouer sur deux tableaux, l'électricité et le gaz, et à l'époque, il y avait deux lobbies, EDF et GDF, qui étaient très importants. Et en fonction du lobbying de l'un ou de l'autre, c'est des réglementations favorisées tantôt le gaz, tantôt l'électricité. Donc ils ont fait dès 1975 l'acquisition d'une société de production de chaudières collectives de façon à pouvoir se positionner sur l'ensemble des énergies. Et imaginez un groupe mono-énergie, quand il y a des changements de réglementation qui se font aussi brutalement, aussi brusquement, c'est franchement catastrophique et très très difficile de changer son fusil d'épaule en quelques mois, voire même en 2 ans. Les processus de recherche et développement, c'est extrêmement long. Les processus industriels à mettre en place, les lignes de production, c'est des investissements lourds et ça prend énormément de temps. Donc voilà, je dirais, ce qui nous sauve dans l'histoire, c'est le fait d'être un acteur multi-énergie. Et puis, je terminerai avec la fin de l'histoire, c'est que sur les 10 000 collaborateurs du groupe Atlantique, il y en a 500 qui sont aujourd'hui dans ces activités de chaudière, gaz, grosse et moyenne puissance, gaz et fuel. Aujourd'hui, par exemple, il y a des techniciens de services après-vente, sédentaires, itinérants, ils savent réparer que des chaudières, ils ne savent pas réparer des pompes à chaleur. Des vendeurs, 35 personnes qui ne savent vendre que des chaudières, qui ne savent pas vendre des pompes à chaleur. Des personnes qui font des devis, des études, qui ont toujours fait des chiffrages et des études techniques avec des chaudières. C'est une mutation énorme pour l'entreprise, avec une réglementation qui se met en place maintenant et qui va, vous l'avez compris, s'accélérer avec un certain nombre de jalons, et dont le premier est dans 18 mois, enfin même plus dans 18 mois puisqu'on est en avril, vers le mois de juillet 2023, quand on va commencer à installer les premières pompes à chaleur, et qu'il va falloir commencer à dépanner, à mettre en service, etc., etc. Les exploitants se tournent vers nous, les installateurs se tournent vers nous, comment vous allez nous former, comment vous allez... Donc nous avons 3 centres de formation dédiés à cet univers collectif. Mais aujourd'hui, nous avons 3 personnes, une par centre de formation spécialisée en pompe à chaleur. Donc autant dire que c'est insuffisant et qu'en France, il n'existe pas tant que ça de formation disponible sur le marché. Donc nous allons nous-mêmes créer ces compétences, les développer. Et les recrutements sont en cours, mais voilà, les recrutements c'est assez long, ça prend plusieurs mois, c'est des cycles assez longs et donc tout ça, ça doit s'anticiper. Donc c'est le mot de la fin pour moi. C'est juste pour dire, voilà, cette décarbonation, concrètement, voilà ce que ça signifie pour tout un marché, pour toute une filière d'entreprise. C'est un risque énorme. Bien sûr qu'il y a des opportunités commerciales, vous l'avez vu, quand je dis que le marché va se multiplier par 7 pour ces générateurs, si on sait les faire et si on sait faire de la qualité et si on sait les commercialiser, il y a énormément d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à nous, mais il y a aussi beaucoup de risques et surtout on ne vit pas tout seul, on est dans un écosystème avec toute une filière technique à amener avec nous, à former, à accompagner, ce qui ne se fait pas en un an. Donc on n'aura pas trop de 5 années qui viennent pour mener à bien tout ce chantier, tout ce travail. Voilà, j'étais content de partager ce témoignage avec vous. Et j'espère que je serai content dans 5 ans, si je suis encore là pour témoigner d'un succès, j'espère. Voilà. Déjà, cette première année s'est très bien passée depuis ton arrivée. Oui, c'est une année de transition pour l'instant. On est vraiment dans une année de transition. Voilà, 2022 est une année de transition. Merci. Des questions? Bonjour, Arnaud Barry, directeur du patrimoine pour les associations. Déjà, c'est bien parce que vous avez la banane alors que vous avez une grosse montagne à gravir, c'est génial. Moi, je voulais savoir, il y a dans vos métiers, j'imagine, des grosses concurrences, notamment asiatiques. Alors peut-être pas sur les grosses installations, mais sur, je dirais, ce que je qualifierais de tout venant. Comment vous avez réussi, comment la marque a réussi à se maintenir sur le marché? On a bien vu sur les panneaux solaires, par exemple, voilà, il n'y a plus un seul panneau quasiment qui est fabriqué en France ou en Europe. Et comment vous avez réussi à vous poser et à maintenir cette excellence malgré, j'imagine, des coups de boutoir importants du Japon, Chine,
Corée, enfin, les marques qu'on voit sur les climatiseurs, etc. un peu partout. Merci. Alors, bon, déjà sur la partie climatisation, nous sourçons des compresseurs de Japon, de Chine. C'est dit, c'est affiché directement sur le produit, donc là-dessus, il n'y a pas de secret. Sur les autres produits, effectivement, nous produisons essentiellement en Europe pour le marché européen, et notamment beaucoup en France. C'est un choix qui a été fait. Nous sommes dans des métiers très techniques, dans ce qu'on appelle du B2B, donc dans le B2B2B même, puisque là, je vous ai vraiment parlé du B2B2B, Atlantique essentiellement vient du B2B2C. Là, on est vraiment dans du professionnel au professionnel. C'est absolument clé de connaître intimement la filière technique qui existe sur le marché. Et donc, c'est clé d'avoir les compétences pour animer, visiter, échanger avec cette filière et la former. Ça, c'est une force, je dirais, énorme. Et ça, c'est la force de l'engagement long terme. Quand je parlais dans les valeurs du groupe engagement long terme, quand les actionnaires ont acheté cette entreprise, de petite entreprise de chaudière à Pont-de-Vaux dans l'Ain en 1973, elle ne gagnait pas d'argent, elle n'en a pas gagné pendant longtemps, ils ont accepté pendant longtemps de perdre de l'argent jusqu'à ce qu'elle arrive à l'équilibre et ensuite qu'elle soit bénéficiaire, parce qu'ils avaient cette vision stratégique de dire il faut être dans les systèmes collectifs et il faudra être dans le gaz, dans le système collectif, dans le gaz. On ne peut pas être que dans les systèmes électriques. Ça, c'est un premier choix qui est vraiment en lien avec les valeurs de l'entreprise. Deuxième, ça a été la RT 2012. Ça a été une claque pour le groupe. Quand la RT 2012 a été connue, avant s'appliquaient les réglementations RT 2005 et RT 2000 qui étaient très favorables à l'électricité, qui étaient le cœur de métier du groupe. Et je vous ai montré tout à l'heure qu'aujourd'hui, c'est moins d'un quart de l'activité. Donc, il a fallu se réinventer. Et c'est là que le groupe est parti vers les chauffe-eau thermodynamiques d'une part et les pompes à chaleur individuelles d'autre part. Donc, il a misé à fond sur la thermodynamique. Et aujourd'hui, il est constant dans ces choix-là. C'est-à-dire qu'on ne croit pas au tout thermodynamique et que le gaz va disparaître. D'abord parce qu'il y a un réseau de distribution qui est là, qui existe. Et bon, bien sûr, avec la crise Russie-Ukraine, en ce moment, on parle plutôt des énergies alternatives au gaz. Mais d'abord, le gaz français ne vient pas que de Russie, voire même assez peu. Et puis, il y a une infrastructure qui est là. Et ensuite, il y a un mix énergétique, un équilibre à trouver. Donc nous, on pense, on intervient qu'au bout de chaîne, une fois encore, on n'intervient pas dans ces choix-là. On n'a absolument aucune velléité de le faire. Mais du coup, on anticipe le fait que, globalement, à la fois le nucléaire et le gaz en France seront les deux énergies dominantes. Et à ce titre-là, du coup, on choisit d'investir dans la thermodynamique et dans le gaz. Voilà, donc c'est aussi ces choix de long terme qui nous portent, en même temps qu'une présence très forte sur notre marché, nos marchés locaux, en production, en fabrication, et également en animation et en suivi de la filière. En fait, ce qu'on ne sait pas faire nous-mêmes, ce qui ne nous incombe pas, comme installer nos produits, ce n'est pas notre rôle, on le laisse faire par d'autres, on le fait faire par d'autres dont c'est le métier, et on crée des partenariats avec eux. Donc c'est aussi cette force, et ce groupe a toujours eu les partenariats dans son ADN. Donc une fois qu'on crée les bons partenariats avec les bons partenaires, qu'on sait les animer, qu'on sait les faire vivre, qu'on sait faire grandir nos partenaires et apprendre d'eux aussi, voilà, j'ai envie de dire, ça c'est des années de travail et ces relations, j'allais presque intimes, ne seraient pas du jour au lendemain. Question, vous avez beaucoup parlé de la réglementation, du défi technique, vous avez décrit une chaîne avec énormément d'intermédiaires. Si je me mets du point de vue du client, que ce soit le particulier ou la TPE, la PME, qui a sans doute un double stress, un économique et puis deux un peu citoyen, en disant il y a des trucs qui ne seront plus permis, il y a des choses qu'il faut que je fasse. Moi j'identifie deux challenges. Le premier c'est le challenge de simplicité d'offre. Comment est-ce qu'on comprend quand on est le client ce vers quoi il faut qu'on aille, et deux, le challenge de confiance, puisque, alors c'est la tarte à la crème, mais il suffit de taper quelques mots-clés sur Internet, on tombe que sur des offres qui puent l'arnaque, sur ce secteur-là. Et du coup, comment est-ce qu'on peut travailler à relier le besoin à l'offre d'un point de vue confiance et simplicité, pour que les deux marchés se touchent? Alors quand vous parlez du client, je pense que vous parlez du client particulier, c'est ça que j'entends. Particulier ou la TPE-PME, c'est-à-dire pour elle, c'est un besoin, mais c'est pas du tout son cœur de compétence de métier, donc elle en a besoin. C'est un peu comme un particulier plus, juste elle n'est pas experte, elle n'est pas technicienne de ces sujets non plus. Bien sûr. Donc c'est pour ça aussi, quand je disais, on travaille avec des réseaux de partenaires, c'est nos partenaires qui communiquent avec le client final. Si c'est un particulier,
il achète soit auprès et il fait installer soit par son artisan électricien ou son artisan plombier, suivant le système qu'il veut acquérir, voire il peut acheter en grande surface, puisqu'il y a certaines grandes surfaces qui commercialisent nos produits. Si c'est une entreprise, elle passera soit par un installateur, éventuellement c'est une TPE, son plombier ou son électricien, ou éventuellement un exploitant, si c'est une entreprise un peu plus importante, par un bureau d'études à un moment donné, parce que évidemment il n'y a pas que le système qui génère le confort chaud ou froid qui compte, il y a toutes les actions qu'on peut mener sur le bâti. Donc les deux sont complémentaires et parfois c'est moins coûteux de mener des actions sur le bâti que de changer de système. Parfois c'est le contraire. Donc là pour le coup, c'est pour ça que nos produits sont quand même techniques, mais ils s'insèrent aussi dans un environnement qui lui-même est technique. Donc le produit ne vit pas isolément, etc. Donc là-dessus, c'est pour ça que nous comptons sur cette filière de professionnels, que nous sommes distribués à travers cette filière-là, et que voilà, nous ne sommes pas du tout présents par tout autre canal, et nous ne vendons pas directement aux particuliers ou aux clients final, quel qu'il soit. Merci pour votre exposé extrêmement pragmatique et qui nous fait toucher la réalité de l'entreprise et du terrain. J'avais une question, ce changement de réglementation que vous évoquez, est-ce qu'il est franco-français, est-ce qu'il est européen, est-ce qu'il touche d'autres zones? Ça c'est mon premier élément. Vous disiez que vous faisiez 40% de votre chiffre d'affaires à l'étranger, vous avez des implantations à l'étranger. Est-ce que cet enjeu de formation, il s'applique uniquement à la France, mais aussi à l'étranger, et comment vous allez l'aborder? Et enfin, vous travaillez donc dans différents pays, et on voit qu'en France, il y a un engagement fort de transition écologique. Comment vous ressentez cet engagement dans différents pays? Est-ce qu'il y a des différences majeures? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Merci. Donc il y avait 3 questions, donc je vais essayer de répondre aux 3 et d'être le complet, je vais essayer d'aller vite. Parce que voilà, j'arrive à la fin de mon temps de parole. Non, cette réglementation, c'est une traduction en droit français d'une directive européenne. Donc on parle bien d'une réglementation qui s'applique à tous en Europe, en Union européenne. Voilà, donc ça répond à la première question. Ensuite, vous posez la question des autres pays, comment ils vivent cette transition. Vous avez, je pense qu'on n'en a jamais autant parlé que dans ces dernières semaines. L'Allemagne a fait d'autres choix, par exemple, en termes de mix énergétique. Elle s'en mord un peu les doigts probablement aujourd'hui. Donc les pays ont tous, je dirais, et je parlais de l'Angleterre, puisque nous sommes très implantés en Grande-Bretagne, qui fait encore un autre choix, avec notamment l'hydrogène. Donc vous voyez bien qu'après, c'est les gouvernements qui prennent leurs options localement en fonction des choix énergétiques qu'ils ont fait en amont, souvent des années avant, que les choix de l'Allemagne remontent à une vingtaine d'années, grosso modo. Donc voilà, on est sur des cycles quand même extrêmement longs. Et la dernière question qui concernait les formations, l'accompagnement, les partenaires, c'est différent aussi. Enfin, on aura les mêmes enjeux et les mêmes défis dans tous les pays. Après, on n'a pas forcément les mêmes savoir-faire partout. On a fait par exemple en Allemagne l'acquisition d'une société qui fabrique des pompes à chaleur qui fonctionnent avec la géothermie, donc qui va chercher les calories dans la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays qui sont plus avancés que la France. En France, la géothermie, c'est extrêmement confidentiel. Et donc, on a considéré que le savoir-faire, il est plutôt en Allemagne. Et on voulait absolument maîtriser ce savoir-faire, comme en plus, elles ont des technologies de gaz, fonctionnement de pompes à chaleur au gaz propane, qui sera une technologie, je dirais, de l'avenir pour les pompes à chaleur. Donc, on voulait à la fois avoir la maîtrise de la technologie du propane et en même temps de la géothermie pour voir si on peut étendre ces systèmes à d'autres pays, et notamment, bien sûr, l'Europe, la Little Europa, je dirais, les pays autour de l'Allemagne. Une question rapide, puisque ça doit être fini, et après fini. D'abord, merci beaucoup. Alors là, je descends du terre à terre. L'ADEME a un scénario électron. Donc, pour les particuliers, il y aura bien sûr le gaz, mais les chaudières, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il n'y a pas de développement d'offres équivalentes de chaudières chauffage eau en électrique? De chaudière électrique, vous voulez dire? Aujourd'hui, je vais être très pratique. Moi, j'ai une chaudière chauffage eau au gaz. J'ai regardé pour la changer en électrique, il me faut une chaudière chauffage électrique et un ballon d'eau. Il n'y a pas une solution tout en un.
Alors, on a une petite gamme de chaudières électriques. On va probablement la développer d'ailleurs, puisqu'on avait prévu une acquisition qui n'a pas pu se faire. Enfin, je peux pas en dire plus là-dessus. Mais, alors, il y a un marché, effectivement, parce qu'il y a un parc de chaudières électriques. J'ai découvert il y a à peu près 35 millions de logements en France, et il doit y avoir 700 000 logements équipés avec des chaudières électriques. Donc, c'est pas rien, mais c'est pas la majorité non plus. Donc, j'avoue que je n'ai pas plus de détails, mais voilà, je comprends qu'il y a un cas particulier auquel il faudrait qu'on sache répondre. Voilà. Merci. Merci Didier pour cette présentation très concrète de l'impact que ça donne. Merci à vous.